démarche collective de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, c'est là où nos métiers s'expriment peut-être de la manière la plus visible, c'est de pouvoir travailler sur l'efficacité, à la fois dans son volet qu'on appelle l'efficacité active et passive. Donc passive au sens des investissements qu'on a à réaliser, des modifications des équipements, de l'isolation, des bâtiments, et puis l'efficacité active qui va concerner la régulation, le pilotage et la gestion au quotidien de ces réseaux. Pour les réseaux de chaleur, comme ça a été dit par nos collègues danois, mais je pense qu'un des objectifs, c'est aussi d'arriver à avoir les températures d'utilisation qui soient les plus faibles possibles, parce qu'avec une température faible, on peut valoriser des sources d'énergie à basse enthalpie, comme la géothermie de surface par exemple, et donc ça ouvre le champ des énergies renouvelables qui peuvent être valorisées sur les réseaux. Donc, il faut pouvoir adapter ensuite les réseaux, les équipements dans cet objectif. C'est utiliser les meilleures technologies disponibles, donc d'où aussi tout l'intérêt de ce type de salon, qui est de découvrir en fait là, les avancées technologiques de nos fournisseurs, des constructeurs, et de pouvoir les tester, de pouvoir les comprendre en fait sur nos installations. Pour passer à la démonstration vraiment industrielle. C'est d'arriver à décentraliser la production, valoriser les productions combinées avec la cogénération, la trigénération, et faire en sorte qu'on ait le maximum de circularité sur les flux d'énergie sur nos réseaux. Les abonnés aujourd'hui, on sait qu'ils peuvent être à la fois consommateurs, ils peuvent être aussi producteurs d'énergie à certaines périodes. Donc comme pour l'électricité, la chaleur aussi est quelque chose qui s'échange dans les deux sens. Chaleur ou froid d'ailleurs. Et donc mettre en place des systèmes intelligents de pilotage et de régulation, et bien évidemment que ça participe à l'efficacité de nos réseaux. Pour les ENR, donc, on a vu la part de la biomasse, 30%. La biomasse n'est pas seule, bien évidemment, dans la stratégie de décarbonation, mais elle a un rôle spécifique aussi. Elle permet d'aller chercher des températures à travers la combustion ou à travers la gazéification qui sont élevées et qui vont répondre à des usages bien particuliers. Voilà. Et elle s'insère à côté des autres sources d'énergie renouvelables qui peuvent se positionner également dans la monotone des besoins thermiques à d'autres niveaux. On développe les systèmes thermodynamiques également. L'électricité en France étant relativement décarbonée permet aussi d'améliorer le bilan des émissions des réseaux. Et puis enfin de regarder toutes les solutions de stockage qui permettent aussi d'écrêter les pics, donc réduire la capacité d'investissement nécessaire pour couvrir les besoins. Et enfin, et ça c'est plus la dernière phase qui est dans une phase de développement, c'est la capture du CO2 qui commence certes aujourd'hui par les très grosses unités, centrales de cogénération biomasse ou les usines de valorisation des déchets, mais qui, on l'espère, avec la maturité des technologies, permettra d'aller descendre pour aller récupérer ce CO2 biogénique qui intéresse de plus en plus de monde, également sur des plus petites unités. Un cas concret donc avec la ville de Soissons, donc dans le nord-ouest de la France, qui avait donc un réseau d'une dizaine de kilomètres. 30 gigawattheures de consommation et une production assurée par des moteurs à gaz, chaufferie au gaz et au fioul, et puis une chaudière biomasse qui permettait d'obtenir un taux de NR à plus de 50%. La ville, lors de le renouvellement de cette délégation de services publics, souhaitait sécuriser le réseau tel qu'il existait, donc le rénover, pouvoir l'étendre également au sein de la ville pour pouvoir aller raccorder de nouveaux abonnés. Une des caractéristiques qui a été évoquée aussi avant était de pouvoir raccorder des pavillons individuels ou des logements individuels, ce qui n'est pas la pratique la plus commune encore en France, mais il y a des régions et des zones où ça se prête. De pouvoir porter surtout le taux de NR également une valeur beaucoup plus importante pour le bilan carbone, et tout ça avec un prix de la chaleur qui devait être compétitif, en tout cas le plus compétitif possible. Donc IDEX dans ce cadre-là, donc on a plus que doublé en fait la capacité de ce réseau-là, avec donc des nouvelles sous-stations d'échange pour alimenter les clients. Donc là, la production sera portée à plus de 86% d'énergie renouvelable, avec à terme 70 gigawattheures de vente. Et pour ça, il a fallu mettre en place une nouvelle chaufferie biomasse
avec une biomasse qui est à la fois de la plaquette forestière, mais également des plaquettes bocagères et des déchets issus du traitement des espaces verts. Et donc tout ça dans un rayon qui devait être inférieur également à 100 km. La caractéristique sur ce réseau et l'innovation était de mettre en place en fait un condenseur sur les fumées. On va le voir juste après avec une pompe à chaleur à absorption qui permettait d'augmenter le rendement global de l'installation. Donc, donc on dispose aujourd'hui d'outils de cartographie, des outils géomarketing qui permettent d'identifier les usages à l'échelle de la collectivité. Et ça, c'est le point d'entrée qui nous permet ensuite de déterminer le tracé idéal du réseau, son dimensionnement, de pouvoir regarder là où sont les points singuliers du réseau, de positionner la nouvelle chaufferie. En l'occurrence à l'est là, de la ville, pour compléter en fait et pour équilibrer la production de chaleur sur le réseau. On a installé, en tout cas on doit, et dans le cahier des charges, installer ces modules thermiques d'appartements pour alimenter des maisons individuelles et des appartements. Donc c'est une sorte de mini sous-station qui vient se substituer à la chaudière individuelle qui était en place jusqu'alors. Du côté de la production, on a donc une chaudière VAS d'un peu moins de 6 MW avec une chaudière à eau surchauffée. L'eau surchauffée permettant d'alimenter notamment le groupe à absorption qui a besoin de chaleur à haute température pour pouvoir récupérer ensuite l'énergie latente dans les fumées. Voilà. Et puis après, on retrouve un système de traitement des fumées avec multicyclone, filtre à manche, et puis avec un traitement SCR également pour l'abaissement des NOx. Voilà, et tout ça pour permettre de tenir les valeurs limites d'émissions qui sont imposées par la réglementation. Donc voilà un cas concret, et j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Donc du coup voilà, on a fait un petit peu le tour de ce sujet réseau de chaleur pour arriver à avoir un focus tout d'abord FEDEN, ensuite rentrer un peu sur l'état des lieux au niveau national par Damien et Stéphane, et ensuite venir sur l'exemple danois pour finir par Sébastien qui nous a montré cet exemple de Soissons et de la démarche de IDEX. Donc ce que je vous invite là, c'est peut-être une petite session de questions-réponses auprès des différents intervenants. Donc je ne sais pas si... Voilà. À vos questions. Non, pas de questions. C'est vrai que la première, c'est toujours la plus compliquée. Ah, Stéphane. Donc comme on disait, effectivement, nous en France, on a du mal à raccorder les maisons individuelles parce que économiquement, quand le bureau d'études fait son travail, économiquement, ça a du mal à passer. On se rend compte que ça dégrade la densité du réseau, et on a même jusqu'à du coup les aides de l'ADEME en France, le fonds chaleur, qui vont bloquer à un moment donné quand la densité du réseau n'est pas assez importante. On n'a pas l'aide du fonds chaleur. Donc, alors on a des exemples qui commencent à arriver avec des maisons qui se raccordent ponctuellement, mais comment est-ce que vous arrivez à passer ce modèle? Parce qu'en fait, il y a un modèle économique quand même derrière. On essaie de rester dans un modèle qui soit viable pour la collectivité. Donc, comment vous arrivez à faire en sorte que ce soit économique? Après, d'un point de vue écologique et on va dire en globalité dans les énergies renouvelables, on se rend bien compte que développer ces réseaux de chaleur pour ces maisons, à un moment donné, peu importe le prix des énergies, l'écologie va primer dessus ça. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, quoi. Alors, la réponse sur le système de calcul d'ADEME. Je sais que nous, quand on a des visites au Danemark, c'est toujours la question des Français, c'était comment vous arrivez avec ces calculs de densité et qu'on nous impose, nous, avec vos réseaux. Et en fait, les Danois ne comprennent pas. Parce que la manière dont on calcule la rentabilité ou en tout cas la possibilité de toucher des subventions ou pas n'est pas le même. Par contre, ce qui est fait au Danemark, ou ce qui a été fait au Danemark, parce que les réseaux, on a vraiment vu le nombre de réseaux s'agrandir dans les années 80.
90, après la crise énergétique. Et là, il y a eu une grande période au Danemark où c'était obligatoire cette connexion au réseau de chaleur. Donc il y a une vraie volonté au niveau national qui a fait que les réseaux ont pu s'agrandir et donc que le modèle économique a aussi pu se stabiliser. Après, le modèle économique n'est pas exactement le même puisqu'on a une gouvernance qui est plus basée sur des régies ou sur les coopératives. Donc, c'est pas exactement le même modèle. Donc, c'est difficile de comparer complètement. Ce que je peux dire aussi par rapport à la connexion au logement, c'est aussi qu'il y a une vraie volonté, toujours, même s'il n'y a pas l'obligation de se connecter en tant qu'individuel au réseau, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour donner une subvention pour que les maisons individuelles peuvent se connecter quand il y a un nouveau réseau ou quand il y a un agrandissement du réseau. Donc, et puis, il y a chaque commune ou chaque réseau va trouver des modèles qui correspondent à ce dont ils ont besoin. Là, par exemple, on a eu certains réseaux qui ont permis quand ils ont voulu agrandir un réseau de chaleur, ils sont allés voir les différents clients potentiels. Il y a eu beaucoup d'informations aux habitants pour dire qu'il y a un réseau qui va passer à côté de chez vous. Si vous vous connectez tout de suite, soit ça vous coûte rien la connexion. Donc il y a eu des subventions pour se connecter, ou sinon, par exemple, si vous avez une chaudière à gaz, on peut vous récupérez votre chaudière à gaz qui peut-être n'a que 5 ans. On vous le récupère et on l'installe chez d'autres qui vont pas avoir le réseau de chaleur tout de suite, mais qui vont avoir le réseau de chaleur dans 5 ans, par exemple, ou 4 ans. Donc, du coup, ça permet de réutiliser les chaudières à gaz un petit moment encore et connecter tout de suite. Donc, avoir un maximum de connexion tout de suite sur les réseaux. Donc, ça veut dire aussi que le modèle économique, il a beaucoup plus de chances d'être viable dès le départ parce qu'on réussit vraiment à connecter un maximum d'habitations tout de suite. Et donc, quand vous voyez, par exemple, sur les lignes secondaires au Danemark, quand vous voyez des images, je regardais un petit peu les images que vous avez sur les réseaux. Et donc, quand vous voyez une ville, par exemple, comme... Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme... c'était surtout vous qui avez présenté, je pense, des villes. Vous allez voir les lignes de réseau en secondaire. C'est toute la ville qui a vraiment ces lignes de connexion. Et c'est vraiment une toute autre image. Hein, mais c'est une autre volonté politique aussi, je pense. Et nous, on n'a pas... Je veux dire, c'était aussi parce qu'on n'a pas le... Je veux dire, c'est aussi une question de est-ce qu'on est comment on se chauffe. Nous, on a les radiateurs électriques, les gens en veulent pas. Donc c'est la souveraineté énergétique qui a primé un peu sur la politique du gouvernement pour inciter à aller plus loin. Et où chez nous aussi, c'est le service public que on essaie d'inciter les collectivités à se rendre compte que c'est un service qu'ils offrent à leurs citoyens, comme un tas d'autres services où on ne se pose pas la question de la rentabilité, comme les transports, comme d'autres choses. Il faut juste offrir le service à la population. Donc c'est plutôt là-dessus que le Danemark est allé. Oui, effectivement, ça s'installe chez nous de plus en plus. Il y a des acteurs qui sont en avance. Quand je parle des acteurs, je parle des exploitants et également des montages. Pour en revenir à votre présentation, ici en France, bien sûr, quand j'ai vu le projet du Grand Lucé, c'est un projet où effectivement le réseau de chauffage urbain passait proche des habitations. L'exploitant, je ne sais pas quel montage il a effectué, mais il a enlevé les chaudières fuel et les cuves fuel et on a pu mettre des Villa Station au niveau des maisons. En France, aujourd'hui, on a plus en plus de demandes de pouvoir plugger ces appareils sur des maisons particulières dès lors que le réseau de chauffage urbain, bien entendu, basse température et basse pression, passe à côté. Donc aujourd'hui, en France, il y a quelques retours d'expérience où Danfoss a été associé à la mise en place de ces appareils.
Merci. C'est vrai que ça appelle aussi à la question de... On voit qu'il y a des forts enjeux là, sur la PPE et sur les réseaux de chaleur. Du coup, comment est-ce qu'on va arriver à répondre à ces enjeux? Moi, ce qui m'intéresserait sur l'expérience danoise, c'est de savoir au niveau de l'accompagnement de l'État sur le financement des unités de production. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'au départ, ça a été très accompagné, et maintenant on diminue l'accompagnement par rapport à ces projets? Ou quelle est un petit peu la tendance pour voir aussi niveau gouvernement comment ça doit aider? C'est vrai qu'on a compris cet accompagnement sur le particulier, mais voilà, l'accompagnement sur l'exploitant, comment ça s'est passé et quelle est un peu l'histoire? Alors, je connais pas toute l'histoire, mais en tout cas, il y a eu des phases, certaines phases où on a subventionné la cogénération. On a demandé aussi à l'utilisation de la paille. Donc, du coup, à chaque fois, chaque fois que vous avez des subventions, vous avez aussi une tendance à ce que certaines technologies se développent. Le solaire thermique a été... la biomasse, pendant une longue période, a été très subventionnée. Là, ça a été... C'est vraiment par étapes. Et à chaque fois, il y a une période aussi où on en donne beaucoup moins sur ces technologies-là, parce qu'on souhaite qu'il y a beaucoup de technologies qui se développent. Donc là, le solaire thermique a été subventionné fortement ces dernières années. Et en fait, il y a des vagues. Maintenant, il y a une grande tendance aussi vers les pompes à chaleur. Donc, et l'électrification aussi, vraiment l'électrification de manière générale des réseaux de chaleur. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on joue sur les couplages d'énergie et sur le fait d'être aussi, en tant que réseau danois et petit réseau, avec par exemple 5000 habitants, d'être un réseau qui à la fois achète de l'électricité quand il y a beaucoup d'éolien, quand il y a beaucoup de vent. Donc on achète de l'électricité, on est peut-être même payé pour décharger l'électricité du grid à une période, et on a ces grandes possibilités de stockage thermique. On a des pompes à chaleur, on joue, en fait, on combine les différentes sources énergétiques, et donc ça devient un modèle énergétique, je ne sais pas comment qualifier ça, mais en tout cas très hybride et très couplé. Et donc, les réseaux deviennent aussi comment on appelle ça, les organisations ou j'allais dire copropriétés des coopératives, c'est ça que je voulais chercher. Les coopératives deviennent aussi des acheteurs et des vendeurs d'énergie à la fois. Donc, Ok, très bien. Ouais. Peut-être un... Oui, très bien. Et vous avez une grosse taxe carbone, non, en plus, au Danemark, qui vient renchérir les prix des énergies fossiles? Aussi. Eh oui. Mais tout ça, c'est politique. Hein, tout à fait, mais je pense que, en plus de tout ce que vous avez dit avec la promotion de développement des énergies, le renchérissement du coût des énergies fossiles a beaucoup joué, à mon avis, sur la chaleur. C'est les enjeux. Des questions je peux juste rajouter qu'en fait, le transporteur d'énergie danois, il est à la fois responsable de l'électricité et du gaz. Et ça joue aussi. Ok, bien sûr. Donc, Des questions ou on passe à la suite au niveau de ces nouveaux produits et de ces avantages de diversifier les matières premières dans l'alimentation de ces réseaux de chaleur. Donc on va poursuivre l'exemple pris par le Danemark sur la paille pour voir un petit peu quelles sont les futures stratégies à avoir. Je ne sais pas s'il y a des commentaires particuliers. Je pense qu'on peut se poser la question de IDEX qui est représenté ici, de voir comment il voit ces enjeux de la PPE, comment il se voit répondre par rapport à cette accélération, voir l'expérience danoise, l'expérience multi-énergie, l'expérience hybride, comment ça pourra se traduire peut-être dans les stratégies d'entreprise, vu que c'est les questions qu'on peut se poser.
Oui, alors ce qui est certain, c'est que la dynamique de projet, on l'a vu, hein, d'ailleurs ça a été présenté sur la dynamique des nouveaux réseaux de chaleur, c'est aussi la dynamique d'avenantage des réseaux existants, de densification des réseaux existants. En fait, elle est vraiment conséquente. Ça, c'est le premier défi, ce qui va amener en fait une tension aussi, enfin, qui est déjà présente, hein, sur l'ensemble du secteur, hein, à travers les équipes des exploitants, les équipes des équipementiers, les équipes des bureaux d'études. Voilà. Donc ça, c'est le premier défi à relever. Il y a un deuxième défi à relever qui est quand même d'aller chercher ces points de carbone, enfin en tout cas d'abaissement, hein, du carbone partout, et notamment dans les zones denses, dans les zones urbaines denses, ce qui amène en fait à nécessairement une évolution un peu lourde et structurante des réseaux qui sont en place. Et donc ça aussi, c'est des freins et c'est et donc enfin c'est un défi à relever. Mais c'est ce qui fait aussi la dynamique du secteur, c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt. Et voilà, donc avec la démarche d'innovation qui va avec, en fait. Voilà. Maintenant, effectivement, ce qui peut être perturbant, c'est les soutiens qui peuvent être fléchés, effectivement, et qui vont induire une dynamique à un moment donné, qui peut s'éteindre rapidement. Et donc, il faut aller chercher d'autres ressorts. Voilà, donc les à-coups sont jamais très bons en fait en la matière. Donc on est plutôt, en tout cas, on pousse plutôt à des mesures de soutien visibles long terme, plutôt que des actions coup de poing ou des guichets surprises, voilà, qui permettent pas de construire durablement en fait une filière. Voilà. Merci. Merci à vous tous pour ce partage d'expérience. Je vous laisse applaudir du coup les intervenants. Stéphane, c'était à toi ça? Et maintenant, du coup, je vous propose de poursuivre directement les échanges avec le retour d'expérience sur la paille, qui va nous être présenté par Carsten Sogard, et l'expérience IDEX présentée par Xavier Collin là, sur les agropolés. Yes, you are. So Carsten will present us the experience about the straw. So I'll let you to introduce you directly and present your experience. I can leave you there. I'm gonna change the slides. Is the mic down here? Can anybody hear me? I think everybody can hear me. And I'm going to flip it forward on the green. Yes. Excellent. All right. Thank you so much. And thank you for showing up, everybody. It's a full crowd. Amazing. Okay. Let me start by introducing myself briefly. As you can see, I'm Business Development Manager for Burmeister & Wain Energy. But reality, I'm a researcher. I'm a knowledge guy. I spent 3 years in the university after graduating, and that was a time of I would say it was a time for glory and honor. That was the motivation, but it was also a time of solitude and sacrifice. I can tell you that. It's true. But it gave me a tremendous amount of knowledge within a very, very small subject. And moreover so, excuse me. I'm sorry, Carsten. On est un peu en avance sur le programme, donc du coup, on va devoir... we are a little bit... Pressed. No. Press. This is the opposite. Okay. It's too early for beginning your presentation, so if we can wait for... Amazing. Even so. 3:30. So. Donc that's désolé, on va attendre 3h30 parce que du coup c'est vrai que le programme était un démarrage à 15h30, donc du coup on a 10 minutes de break pour discuter avec les intervenants de la première session qui sont encore là, donc je vous propose d'échanger avec eux et on recommencera à 15h30.
Okay, I sit down. Come on, I don't care. Seriously? They gave the floor open.
Ouais, parce que j'aimerais, ça serait bien possible, ouais. This is I take the chance. Yes, I think they put 3 for us. Can I ask you something? This one is probably this one. Am I wrong here? Which both has some pointer? No, this is the. It's this is not mine, and I see. I see. And it doesn't have a pointer in it. As I think that's it. laser. Oh. maybe you can ask. Yeah, but. Yeah, but the thing is, I don't think this one has a lot of reach. You know, it's quite far. But this one has a pointer built in it, which is a pretty cool thing. Maybe you can use it. No? Yeah, You, maybe we can you use change the it. slide with this, and you can use it. We can try. We can just try. Just plug it in. You don't want? It's not okay? No, C'est important parce que je suis là juste tu veux le courant? So today we will make a dance demonstration. So I can join you if you want. No? Can you put the music on, please? Are you sure about the video? I don't care personally at all. It was not my idea. I don't think we should spend more time waiting. I think we should carry on with Yeah, the but flow. we can do the video now. He's ready, and we wait for that because we are waiting Okay. for that. So, so we have stopped everything for. I know we have, which is sad. But Yeah. but this? Okay, I don't need it. All the thing is that I need the mic, which I don't have anymore. El micrófono. Yeah. Listen, Bon. I don't want. I Okay, don't want okay. any more messes. It's getting Yeah, on my yeah, yeah, nerves it's- now. I think it's a mess. That's a mess. And to be honest with you, I'm really a little pissed off now. But let's move on and Yeah. get on with it because. Yeah, because I do not understand why. Rebonjour à tout le monde. Du coup, on va reprendre cette session biomasse là, sur les réseaux de chaleur. Donc, après cette session réseau de chaleur, où on a eu la présentation un petit peu du cas français, de l'expérience danoise, où on a pu commencer à évoquer des ressources particulières et notamment la paille, l'expérience paille du coup au Danemark.
Donc je suis content d'accueillir Karsten qui va nous présenter sa position sur l'expérience paille. Et donc je le laisse se présenter et recommencer du coup ce début de présentation pour nous montrer son expérience sur la paille. I'm sure what you said was correct. Yeah, absolutely. I trust it. Don't worry. Well, thank you for showing up so strongly. My name is Karsten Sogard, and as you can see, I'm a business development manager from Burmeister Wind Energy. But to be honest with you, I'm a scientist. I spent 3 years of my life after graduating in the university for glory and honor. Was it worth it? I don't know. But what I do know for sure is that I collected a tremendous amount of knowledge within a very, very small subject. It was a time that was characterized by sacrifice and solitude and suffering. It's true. But what it gave in return was a mind that was structured to approach and solve complex problems. And it gives me a great deal of respect for the knowledge that I have. But more importantly, ladies and gentlemen, it gave me a respect for the knowledge I don't have. And therefore, I'm going to share some stuff with you today that I hope you don't have. And I will gladly share. And maybe we can have a talk later and you can share some back to me. I actually pressed it. Now I pressed it again. Third time. Yeah. 3 times. I need to do 3 times. Okay. So a really quick run through. I'm going to give you a short background of the company, tell you about complex biomass, show what kind of boiler technology is required to deal with this kind of biomass, because all kind of boiler technologies can't do that. And I will show to you the tremendous and untapped resources we have in Europe and many other places in the world that can be utilized. I will give you a case story of Germany and for the city of Aarhus in Denmark, and then I will round up. I think 3 times is the right number, maybe 4, maybe 5. No, 1. 5 times this time. Maybe you can do a little optimization down there. Okay, background, fast forward. I'm not sure we could go fast forward because it takes about 15 seconds to change the slide. But going through this, I'm not going to spend any time at all because there are so many great achievements that you can read of that on your own. But one thing that I do want to point out is, excuse me, Matthew, but it's not really working very well, to be honest with you. Yeah, we try to do it here, maybe. I had the same problem in India. It didn't work there either. I expected a little bit more here. Oh, ça marche plus. Amazing. Let's try it again then. Is there a receiver around here or is it down there? I don't know. I'm gonna check. Okay. It's really... I mean, I have to press 6 times before I get a reaction. Too much time for that. Yes, that the commission has to present an assessment. Okay. Can you please roll the presentation? Because, you agree with me? He agrees.
Seems to work. Thank you so much. Okay, let's go on. It's okay now? Amazing. Okay, so as I said before, I will not spend much time on this slide. It's a historical overview of our company's achievements. It goes back to 1843, and there's too much to say. But one thing in particular that I will point out is that we developed the first commercial successful straw-fired boiler for combined heat and power in the 80s. It's quite some years back. And there's maybe a reason that we in particular did that in Denmark. Denmark is not known for any particular resources. We don't have any coal, gold, diamonds, or anything that is appreciable. Our primary things that we could be proud of was wind and straw, and these were low-value commodities. But it may explain why the commercially successful wind turbine and the commercially successful straw-fired boiler was developed here. We transformed these low-value, low-interesting commodities, you can call them resources, into something valuable. So first and foremost, I will explain a little bit about what complex biomass is. Biomass is extremely diverse. Unlike wind and solar, it's not one thing. Wind is wind and sun is sun, but biomass is really a lot of different things. The first and very easy type of biomass is forest biomass. You have hundreds of suppliers. It's very easy to burn. It causes no problems, very low ash content, very little problems. And so that is what you will see most of. The other type of biomass you will find is an agricultural type of biomass, but we call it industrial biomass because it really comes out of the industry. As an example, sunflower husk is a byproduct of the sunflower oil industry, and rice husk is the byproduct of the rice industry. These types of biomasses does also exist in quite large quantities. They are very accessible because they come out of the industry. And they are very similar to wood in many ways. They have low ash content and it's quite little problematic. What causes the really big challenges is the agro biomass. They are existing around the world in astronomical quantities. They are available to us, but they're very scarcely used for any particular purposes because they cause problems. And the problems originate from the mineral composition that these type of biomasses have an affinity to absorb from the earth and like to bring into their chemical composition. If we look into that mineral composition in this biomass, we will find the reason why. It relates to its tendency to melt, or the temperature at which it melts. If we look into the woody biomasses, the easy type that I explained to you before, they have a very high ash melting point. You can use them as conversion fuels for coal. You can substitute coal with it. It's a very easy fuel or easy type of biomass to utilize. But when you move into the category of the agro biomass, you find significantly lower ash melting or ash deformation temperatures, and they cause incredible headaches for boiler designers. So if you apply a conventional, typical school book approach to design a boiler, you will with 100% guarantee fail. Because the definition of that is you have clean heating surfaces, everything is easy and smooth, you can calculate the heat transfer, etc., etc. When you deal with this type of biomass, that's the only thing you don't have. Your boiler will foul and you need to deal with it in some form or way. And the approach we had was to befriend ourselves with this character rather than fight forcefully against it to prevent it from happening. We embraced it. We said, what can it do for us? How can we design a boiler around this tendency that works and at the same time protects itself? And that is the outcome
that is the result of that. It is the 3-pass boiler. And not only the 3 passes, as you will see them, I have to switch to this one because it has a pointer that one doesn't have. So it has, in particular, 3 passes. I don't know if you can see the pointer. It's there. It's red. Where that leads the flue gas through the boiler section. And first of all, of course, we need to deal with the physical nature of the fuel, in this case straw. We need to deal with bales. How do you deal with bales? We have a complete upstream fuel feeding system that receives the bales, cuts the strings, opens them up, and recompresses them and pushes them into the boiler. That itself is quite an accomplishment and a not uncomplicated system. But once it is in the boiler, it is the chemistry in the fuel that really matters. And to deal with that, we have designed this 3-pass boiler system. And the 2 first passes is the most important because that is where we have the hanging superheaters or the pending superheaters, which is also what it is called. And these pending superheaters becomes receivers of the melted ashes. We allow the ash to adhere to the superheaters. Normally you would remove it immediately. We allow it to happen. It builds up a crust that grows and grows until a point where the outer surface is so hot that it runs off. At that point, it doesn't grow anymore, but becomes a kind of cindered protective layer that at the same time protects the tubes for the corrosive and quite aggressive elements that also typically is in agrobiomass. And that is the reason why there's not many suppliers of this technology. But now you know that it exists, and I will later show you a series of references that document that it does not only exist, but it works for very, very long. Here is the 2 passes with the pending superheaters, and on the right side you see how seriously this slacking phenomenon actually is. And that is not a boiler that is ready for commercial shutdown. That is a boiler that is in normal operating condition. We want this to happen, and we design the boiler around it. And here you have a little extended view where the straw barn that receives the bales on the left side, the truck is coming in on the top. You have a barn for 72 hours of operation. This boiler in particular is a 2-line boiler. If you move back a bit, you will see that we can design these boilers from 2 to 5 lines. They will consume about 10 to 60 bales an hour. That's about 1 bale a minute of 600 kilos. So we're talking about quite significant sizes. And this example is a 2-line with the 2 lines here, bale opener, boiler, flue gas treatment, turbine, and the storage really the largest part of the whole construction. And here's a little bit larger section view of the 2 and 3 passes with the 4th going here. Okay, the untapped resource. So, how much do we have of this stuff? And what can it do for us? This is a chart, and that is a chart that specifically shows the available straw or straw residue that is produced in Europe alone. And that adds up to about 100 million tons. And according to the Institute of European Environmental Policies, which made this chart and added up these numbers 8-10 years ago, so the numbers are a little bit, I would say, outdated, but I'm pretty sure that they're still pretty applicable. These 100 million tons is a conservative number. We're probably talking about 120, 130, maybe even more than that. And as you can see, Germany and France is the largest producers of straw, and France actually is clearly the leading country of straw. You have a significant amount of it. And the question is more,
What do we do with it? You can see Denmark, who is a quite small producer of straw, today is operating about 15 combined heat and power and heat-only boilers, whereas Germany, who has 22.5 million tons, only has 1. Why is that? Don't they know? So what is it used for? In India, they burn it. We have field burning and pollution and respiratory problems and wasting a very, very valuable resource while burning coal and producing electricity. This is the picture you can see every year in India. In Europe, we probably use some of it for stables and horses. Probably in France, you love horses, I know that. But most of it is really being chipped and left on the field to decompose and turn into CO2 and go back into the atmosphere. And that's all good, but we could use it for something much more valuable than that. For instance, if we take the little chunk that represents France, 28 million tons a year, and we just economically imagine one huge boiler, a Burmeister Wind Energy boiler, and we put that in there, we can generate 4.5 gigawatt of electrical power. And if it happens to be a combined heat and power plant, which most of them are, we could produce 8.5 gigawatt of thermal heat. That is equivalent to 4.5 million households if the average heat consumption is 15 megawatt hour per year. And that is approximately what it is. That is a pretty valuable asset, I would say. And I'm not saying we can consume all of it. What? Come on. Okay, well, but if we could just take half of it, that's still a very huge accomplishment. So, I will jump this, but here you can find the different valuable assets. We will use a very renewable resource. It's a net zero resource. It can be converted into a sub-zero resource if we synthesize with hydrogen and produce methanol. It's job creating. It creates storage, transport, collection, manufacturing, consultancy, operating, maintenance. There will be thousands and thousands of jobs created from this. Case Germany. The accumulated cooling losses from German thermal power plants could provide heat and hot water for the entire German population. So why don't they do that? That's a very good question. But the reason for that should be found in how the energy structure has been made in Germany. I mean, Germany is a really interesting case. Here's a map showing where all the natural resources, which they had and we didn't, are located. And it happened to be very coincident with exactly where the thermal power plants in Germany had been located. So when Germany decided to make a deal with the Russians of providing natural gas, that came probably out of the fact that they had so much heat in these locations that they couldn't distribute it out to the people that needed it. It's simply too far. District heating is a local source. It has to be distributed locally. Electricity can be transported over thousands of kilometers. Carsten? Yes, sir. Time is down. Time is down. Really? Yeah. And IDEX. Do you want another 5 minutes? No. Yes! I think we have to continue after with the question maybe, but IDEX have to leave after, so Okay. if you have some key message to say, you can, but just 1 minute maximum. Can I round this one up? This slide here? Sorry? Just a closing remark? Is Yeah. that what you're saying? Just, yeah, Or this slide? this slide if you want, but after we... Is it okay? It's okay. Okay. So I want to give a little example here. I wanted to round up, of course, with our references, but we can always talk about that and a local example from Denmark. But I want to give this example because it explains very well how poorly we do and how great we could do. So if we just take one conventional power plant, the fuel input here is 100 megawatt. We lose about 10 of it in the chimney. We produce 30 megawatt electrical, and 60 of that is going into cooling losses simply just to operate the plant. That is a conventional
plant. And the really quick of you have thought out that, hey, that's 100%, and that's 30%, and that's 60%. Yep, that's true. But to have an entire fleet, we need more. Similar, same size, same output. So if we look at it, we will lose 180 megawatt thermal simply just to produce 90 megawatt of electrical. And to do that, we consume 300 in fuel. That's a total conventional structure that you see in the United States, Canada, India, all over the world, even in Germany. So we can supplement that with solar and wind, but it doesn't really get much more sustainable because of that, because you need a lot of wind turbines. So what we really need to do is we need to look into how to combine heat and power. So instead of losing the 60, we need to change that into extracting it, distributing it into our villages, and using the cities as cooling towers rather than a cooling tower. Now, I'm still producing a service of 90, just like I did before, but I only have one power plant instead of two. And now I only need 30 megawatt electrical from solar and wind. And if I do it really, really well, and I implement a heat pump, and I use the power that that power plant uses, extract some waste heats from the industry or cooling services, and amplify that into the heating system, I can downscale my power plant to just 60 megawatt fuel. I'm still delivering a service of 90, and I only need 18 megawatt of solar and wind. I'm still delivering a service of 90. I have removed two power plants and reduced one of them into half size. I know it's a quite simple example, but it makes a very good understanding on how much better we can do. Thank you, Carsten. I propose that you can finish after if we get time. We can do that. Now it's important to get that. Absolutely. IDEX, so IDEX, here we go. IDEX va nous présenter son expérience sur les agropolés avec un cas précis d'intégration de toute la chaîne, des ressources jusqu'à la consommation en passant par la production et la logistique. Donc je laisse Xavier Collin, du coup, qui est directeur de la partie biomasse chez IDEX, nous présenter sa présentation. Ah, ok. Du coup, je fais une petite introduction. Donc, Xavier Collin, je suis directeur de la biomasse dans le groupe IDEX. Avec mon équipe, on est en charge de l'ensemble des approvisionnements bois du groupe. Ça représente un approvisionnement d'1 200 000 tonnes sur le territoire français, répartis sur 230 chaufferies. On travaille aussi sur la valorisation des cendres issues de la combustion de la biomasse, principalement en agronomie. Donc, on va essayer de boucler les cercles dans le respect de l'écologie. Donc j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter un sujet agropelé qui est une biomasse spécifique par rapport aux biomasses qu'on utilise principalement chez IDEX. En 99% on utilise du bois, comme vous avez pu le voir sur les réseaux de chaleur français qui ont été présentés en amont. Donc là, on est sur un sujet qui est innovant. Et ce que je vous propose, c'est de suivre une démarche logique avec vous pour comprendre les défis qu'on a dû relever pour pouvoir être en commissioning actuellement sur le réseau de chaleur de la Défense pour brûler de l'agropelé au moment où je vous parle. Donc, je vous propose de commencer par les matières premières parce que là, on brûle un granulé. Donc, je vous ai apporté un exemple pour que vous ayez un visuel. Ça ressemble à un granulé de bois, seule la couleur diffère liée à la nature des matières premières. Donc, comme l'a dit Carsten juste avant nous, le nombre de biomasses sur la Terre est très importante. Les biomasses ligneuses et forestières sont présentes, certes, mais les biomasses herbacées et utilisées dans le monde agricole sont encore plus présentes. Donc, il est vrai que le potentiel est énorme. Et comme vous le savez, les biomasses agricoles sur un territoire comme le territoire français sont très présentes. Il faut faire un peu d'historique en France par rapport à l'utilisation des surfaces utiles en France, mais les 2/3 des surfaces françaises sont en production agricole. La forêt représente moins de 30% de la surface française. Donc le potentiel de coproduit de l'activité, ne serait-ce que par la surface, est moindre. Mais comme vous le savez, un arbre pousse en plus de temps qu'un céréal. Et donc du coup, vous avez un renouvellement et une production annuelle qui est beaucoup plus forte de coproduits agricoles.
On a parlé de la paille juste précédemment, donc je ne vais pas développer le sujet de la paille, mais c'est vrai que la France est un exportateur de céréales important, et donc du coup on a tous ces coproduits. Là vous avez un schéma qui représente la production de coproduits estimés par le Centre d'études européen. Vous avez un cumul des productions de potentiel de coproduits agricoles et industriels, et vous voyez que le potentiel français est énorme et très multiple. Il va des productions agricoles qu'on va pouvoir retrouver au champ avec des coproduits de l'itinéraire technique agricole, mais on va aussi retrouver tous les coproduits issus d'une deuxième activité fortement développée en France, qui est l'agroalimentaire. On est connu pour notre mauvais caractère et nos grèves, mais on fait aussi pas mal d'alimentation et de nourriture, et on aime plutôt bien nos restaurants et notre approche de la nourriture, et ça s'accompagne d'un certain nombre de coproduits. Parce que pour arriver à un produit que vous aviez dans votre assiette, il y a beaucoup de produits qui sont raffinés, extraits, transformés pour pouvoir arriver à quelque chose de comestible et de préférence goûteux comme un repas français. Après, la contrainte, vous allez me dire, c'est étonnant, si on a tant de biomasse en France qu'on n'ait pas déjà utilisé pour la combustion. Bon, ça a eu été utilisé après le premier choc pétrolier, mais ça a été abandonné pour des raisons de facilité d'utilisation des énergies conventionnelles, on va dire. Mais ce qui a été également présenté par mon collègue, c'est la diversité de la biomasse. La biodiversité, cette richesse qu'on a, se retrouve aussi dans les coproduits. Cette biodiversité, cette richesse se traduit par une chaîne carbonée qui est plus complexe, c'est-à-dire un produit qui va être plus compliqué à brûler, que ce soit par sa nature ou par sa composition en éléments majeurs, mineurs. Vous allez rencontrer un certain nombre de difficultés. Donc pour lever cette brique qui était le premier carré dans notre schéma, qui est composé de 5 schémas pour aller jusqu'au consommateur final, ça va être de résoudre cette diversité et ces complexités de combustion par les outils à notre disposition. Quels sont-ils? Ça va être d'analyser ces biomasses pour les mélanger, c'est-à-dire faire une recette. On va continuer sur l'image culinaire, mais du coup, on choisit des biomasses complémentaires avec des potentiels gisements intéressants sur lesquels on va avoir une pression et une influence limitée, et on va les mélanger. Ça va nous faire un premier niveau de combustible. Pour après atteindre les spectres des combustibles qu'on souhaite dans nos chaudières et une homogénéité par rapport à une utilisation au niveau national, on va rajouter également des additifs. Tout ça dans quel but? Comme il a été dit précédemment, c'est régler les problèmes de combustion en termes d'émissions atmosphériques. Ça va être de gérer tout ce qui va être émissions acides, qui va attaquer tous les métaux qui sont dans nos chaudières, à la fois sous forme gazeuse ou sous forme condensée dans nos cheminées. Et gérer aussi tout ce qui va être les problématiques des cendres pour pouvoir permettre leur extraction sans que celles-ci se soient transformées en mâchefers et qu'on ait fait du verre dans nos chaudières. Pour ce faire, on s'est appuyé sur notre partenaire RAGT Énergie, qui est représenté par Mathieu ici, qui a développé la marque Calice, brevetée, qui nous permet à la fois de faire des formules, d'avoir l'additif et d'avoir un combustible homogène malgré des biomasses très variables entre le nord et le sud de la France, par exemple. Donc là, c'était la deuxième brique. C'est-à-dire là, on est dans la conception de la recette. Après, la recette, il faut la produire dans une cuisine. Donc du coup, on va parler des producteurs. Mais avant ça, pourquoi le granulé Calice chez IDEX? Ce qu'on a souhaité faire, c'est pousser le raisonnement un peu plus loin par rapport à ce qu'on vous a présenté dans la première partie de cette conférence. Pour l'instant, on a développé la biomasse principalement forestière et tout ce qui va être utilisation des différentes typologies de bois et de ses origines. On s'est dit maintenant, il faut se projeter dans l'avenir parce que comme on l'a vu, les objectifs sont ambitieux. Donc, il faut aller chercher d'autres gisements pour couvrir ses besoins. Chercher ces autres gisements, ça va se faire comment? Ça va se faire de façon locale. C'est-à-dire qu'on va étudier qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme biomasse autour de nos chaufferies. Donc, on aime bien utiliser cette représentation visuelle qui symbolise tout ce qui va être cyclique et tout ce qui va être les cycles à la fois des minéraux, mais aussi les cycles pour nous qui vont être économiques et sociétales. C'est-à-dire que maintenir l'emploi local, qu'est-ce qu'un emploi qui est plus local qu'un emploi d'agriculteur qui transmet sa ferme de génération en génération, ça va être difficile de trouver. Transformer les coproduits en local en leur donnant le maximum de valeur ajoutée tout en respectant en priorité la hiérarchie des usages, c'est-à-dire le respect des sols, le respect de l'alimentation, de la production de matière, puis après de l'énergie. Mettre en place des outils industriels locaux dans des régions et des départements où l'industrialisation a été plutôt massive sur certaines thématiques.
et après développer des modes de transport type ferroviaire, ou du moins développer, réutiliser ce que nos grands-parents ont fait à une autre époque et les rénover et les remettre en service pour approvisionner le cœur des villes. Et là, la Défense est un bon exemple, parce qu'en termes de densité et de difficulté d'accessibilité, on est vraiment au cœur du problème. Donc, mode de transport alternatif à basse émission de carbone et performant. Et enfin, une combustion contrôlée dans des niveaux de sécurité très importants du fait de sa localisation. Donc on voit que même dans l'endroit le plus difficile, je pense, on peut le dire, en France, en termes de réglementation et de suivi, parce que on a la Défense à côté. Du coup, ça veut dire la Grande Arche, ça veut dire des locaux administratifs, ça veut dire les serveurs d'un certain nombre de banques, et ça veut dire l'UE Arena de l'autre côté de la voie ferrée. Donc en termes de public, à quelques distances d'une chaufferie forte puissance, on est bien équipé. Et après, on travaille également la valorisation de ces cendres pour un retour au sol aux agriculteurs qui ont produit. Ça revient à peu près à la même chose. Après, du coup, cette recette, on va s'appuyer sur des producteurs de granulés qui font déjà des granulés de bois, qui font déjà des granulés d'alimentation animale. Donc là, il y a des travaux à faire pour adapter l'outil de production pour pouvoir répondre à nos spécificités. C'est-à-dire qu'on va avoir des granulés un peu plus durs, on va avoir des filières qui vont être à modifier parce que les matières premières à granulés sont différentes. Mais ce n'est pas insurmontable, la preuve, c'est déjà fait. Et là, on a dû affronter un autre challenge. Donc là, on en a déjà fait 3 dans le développement de cette filière. Le 4e qui nous a été proposé et qu'on a eu plaisir à relever, c'était de trouver un site de stockage, parce qu'une nouvelle filière émergente avec un nouveau combustible, un nouveau système de combustion, le tout au cœur de Paris, juste avant les JO pour se faire un petit bonus, et demander un outil logistique très performant. Parce que pour apporter un train de fret à la Défense, on a 5 minutes entre 2 trains de passagers, entre 2 RER. Donc 5 minutes pour faire passer un train de fret, ça nécessitait un engagement logistique amont assez important, permettant de remplir un train dans des délais records, tout en maintenant la qualité du combustible, c'est-à-dire sa durabilité, donc réduire au maximum le taux de fine pour avoir un produit ultra propre et peu dangereux sur site. Donc là, on a investi à côté de Chartres dans un site de stockage qui était un ancien site céréalier qu'on a transformé, qu'on a adapté pour pouvoir respecter la qualité du granulé et travailler sur un tamisage de précision. Donc là, on a notre premier site de stockage dont on n'est pas peu fier, étant donné qu'on a une capacité de stockage de 60 000 tonnes de granulés instantanés. Donc, ce qui est un des principaux sites, à ma connaissance, en France, avec une capacité de remplissage de train en 1h20. Donc vous avez les visuels, on a la joie de pouvoir partager avec vous une petite photo, on va dire les 2 dernières, où vous voyez tout à droite le train à la Défense qu'on a livré de nuit pour essayer d'éviter de gêner les métros. Et un retournement sous la gare de la Défense, où si vous connaissez un peu les centres commerciaux de la France, vous avez un des plus grands centres commerciaux. Donc là au-dessus, on a beaucoup de gens qui faisaient leurs courses de Noël à ce moment-là, quoi. Donc il est possible de mettre de la biomasse même dans des endroits qu'on imaginait complexes. Donc là, c'est un petit zoom pour parler du site. Donc les transformations par rapport à un site céréalier, c'est l'amélioration des tapis, des systèmes de convoyage, des élévateurs, et le tout se terminant par un tamisage fin et rapide avant chargement de chaque wagon, ce que vous voyez en bas à droite. Ouais, je passais cette étape-là. Pour nous, le développement de solutions techniques pointues va nécessiter vraiment et le développement de cette filière-là va nécessiter qu'on soit performant au-delà de notre cœur de métier de départ qui était de brûler des combustibles. Donc maintenant, on voit qu'on est obligé d'aller vers la production de combustible, mais aussi vers la logistique combustible. Cela, c'était l'état de l'ITE au moment où on a racheté le site. On voit qu'il y a un abandon des ITE en France, et en Ile-de-France, sur la zone géographique où on se trouve, par exemple, en termes de rénovation d'ITE et d'ITE fonctionnels, il y en a très peu, et il n'y aura que 2 restaurations d'ITE dans cette zone géographique sur les 2 prochaines années, par exemple. Donc quand on voit les enjeux
du développement, de la densification de l'habitat par rapport à l'évolution de nos PLU, qu'on voit l'évolution de l'Île-de-France et des besoins d'acheminement, il y a un vrai sujet et du coup, l'opérateur énergétique que nous sommes va jusqu'à investir dans des systèmes d'infrastructure et des voies ferrées pour pouvoir approvisionner nos clients maintenant. Et enfin, la dernière brique. Donc là, c'était le dernier défi de l'équipe. C'était de rétrofiter des chaudières fuel. Donc vous avez une petite photo de la Défense pour montrer à quel point le site est enclavé. Donc la chaufferie vous voyez la cheminée, hein, c'est le petit bateau amiral au bord des rails. Rétrofit, donc un site enclavé, donc des chaudières de forte puissance présentes historiquement qui brûlaient à une époque du charbon, qui ont été remplacées par des chaudières fuel lourd. Et là, c'est des chaudières fuel lourd qu'on a transformées, rétrofitées pour pouvoir brûler de l'agropelé sous forme de poudre. Donc là, défi technique, amener une technologie dans une chaudière existante, donc la redimensionner, la modifier pour pouvoir lui faire brûler un combustible qui n'était pas celui pour lequel elle avait été conçue, et le tout dans un environnement complexe, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non plus sortir l'ensemble des chaudières, on ne pouvait pas tout démonter, on ne peut pas faire venir des grues trop énormes sur le site. Donc même l'évolution des sites existants, parce que on a quand même une histoire à assumer, fait qu'il nous faut adapter notre technicité jusqu'à un point où on garde vraiment ce qui peut être gardé et on ne met que du nouveau là où on en est obligé, quoi. Donc rétrofit de 2 chaudières à hauteur de 45 MW pour pouvoir brûler 35 000 tonnes de granulés calice agropelés par an. Voilà, merci. Merci Xavier. Je pense que là, du coup, c'est peut-être le moment de prendre quelques questions du coup, sur les présentations de Carsten et de Xavier, avec 2 expériences différentes, où on voit d'un côté la chaudière qui s'adapte aux combustibles difficiles, et d'autre part, du coup, le combustible qui s'adapte aux chaudières qui peuvent être en place ou qui peuvent être mises en place. Donc c'est 2 démarches complémentaires et différentes, mais qui méritent d'être commentées. Donc si vous avez des questions, je vous laisse lever la main. Des questions entre vous? Any question? I think after. Bon, évidemment. En effet, j'ai une question pour les deux, mais surtout pour vous chez IDEX. Vous avez dit que vous allez revaloriser les centres sous feuillet. Alors, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qu'il y a dans ces centres si vous utilisez tout le agropellets? Vous n'avez pas de problèmes pour les utiliser après les centres? Il faut pas les. Est-ce qu'on peut le reprendre directement ou est-ce que vous avez des soucis pour faire ça? Ce sont des cendres issues de biomasse. Donc, étant donné que ce sont uniquement des produits agricoles, on retrouve ce qu'il y a dans les produits agricoles. Donc, en théorie, il n'y a pas de difficulté, mais la seule difficulté, c'est qu'on est en France et du coup, il y a de la réglementation qui parfois a un pragmatisme plus ou moins avéré. Sur les cendres biomasse du groupe, actuellement, sur les cendres de bois, on valorise plus de 90% en épandage. L'ensemble des cendres qu'on produit sont allotées. On réalise des analyses. Le temps d'avoir les résultats, elles sont conservées pour pouvoir après être épandues dans ce qu'on appelle les fenêtres épandables, dans le cadre des itinéraires techniques qui sont variables en fonction des zones géographiques et des cultures. Donc 90% de nos cendres sont déjà épandues. Actuellement, on est en commissioning sur la Défense, donc je vous dirais que je les ai épandues une fois que je les aurai épandues, mais pour l'instant, on prévoit de les épandre. Donc on a fait le plan d'épandage, on a largement les surfaces, on est à côté de la Beauce et les producteurs de matières premières qui nous approvisionnent ou qui nous entourent sont très demandeurs de ce type de produit qui a l'intérêt par rapport à sa composition chimique d'être riche en phosphore, en potassium et un fort pouvoir chaulant. Or en France, on a une problématique comme dans tout pays qui cultive de façon relativement intensive.
on a une acidification des sols, ce qui se retrouve généralement à peu près partout sur la planète. Et donc du coup là on a un produit qui est très intéressant parce qu'il vient lutter contre cette acidification. Et en plus, si vous suivez un peu les marchés des fertilisants et que vous regardez d'où vient le phosphore et la potasse et les différents produits qu'on va utiliser pour fertiliser, vous voyez que de produire des fertilisants locaux a tout un sens et est pertinent d'un point de vue agronomique. Donc je pense qu'on devrait y arriver sans trop de difficultés, j'ose espérer. Et on espère même, par rapport à cette chaîne carbonée qui est plus complexe, on va avoir des cendres qui seront plus riches. Et on espère en faire un engrais plus performant à utiliser de façon raisonnée avec une dépose à la racine mesurée. Donc on va essayer d'être au plus pointu même de la fertilisation sur cette thématique-là. Merci. Je vous propose de poursuivre. Ah, une question devant, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous envisagez d'utiliser ces pellets dans les cimenteries, par exemple, ou d'autres applications? L'objectif, c'est de faire naître une filière. Donc c'est le premier site. J'ai eu la chance de travailler dans le bois énergie depuis les années 2000, donc j'ai connu la naissance de la filière et ses problématiques. Est-ce qu'il faut d'abord financer les broyeurs ou est-ce qu'il faut d'abord financer les chaufferies? Est-ce qu'il faut d'abord avoir un combustible ou est-ce qu'il faut d'abord avoir une chaudière? Est-ce qu'il faut une voiture électrique, une batterie, une prise? Voilà, faut qu'il y en ait qui prennent leur courage à deux mains et qui investissent. Donc là, on investit des millions d'euros dans le sujet, que ce soit sur la plateforme ou sur la chaufferie. Donc on essaye en tant qu'opérateur de porter nos responsabilités et d'engager la dynamique. Donc oui, ça peut être une possibilité. Après, ça va dépendre des besoins de ces industriels qui vont avoir des besoins variables et des attentes en termes de volume et d'économie qui sont les leurs. Donc il faut voir cette compatibilité. Mais je pense qu'il faut développer, faut qu'on devienne de plus en plus technique dans notre filière. C'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit en termes de traçabilité. Je n'ai pas trop développé, mais un autre avantage des biomasses agricoles, c'est que la traçabilité en agriculture, elle se fait à la parcelle, au travers notamment de nos déclarations PAC, parce que je suis du monde agricole. Donc on déclare ce qu'on fait pousser sur un terrain tous les ans. Au niveau de la PAC, en forêt, on ne fait pas une déclaration annuelle cartographiée avec une photo du ciel de votre parcelle forestière que vous ne savez pas où elle est parce que le cadastre n'a pas été fait et que le grand-père est mort. Nanana. Donc, en termes de détail et de traçabilité, on est bien plus avancé aussi. Donc en termes de réponse aux attentes sociétales où maintenant on demande d'abord de prouver avant de faire, on peut aussi prouver au monde agricole davantage que dans d'autres milieux parce que mettre en place ces outils nécessite à la fois du temps, de l'argent et une organisation, quoi. Donc pour répondre à votre question, oui, j'espère que les industriels que sont les cimentiers, les producteurs de chaux, toute la métallurgie trouvera un intérêt dans ce type de produit. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir diversifier la gamme des granulés. Donc on avait le granulé de bois industriel, différentes gammes de qualité avec différents niveaux de certification. Mathieu a été un des grands contributeurs à l'évolution de l'ISO pour intégrer l'agropelé, les matières agricoles dans la conception des normes et faire apparaître les granulés agricoles et les matières agricoles dans le spectre des combustibles brûlables au niveau européen avec des conférences au niveau du monde parce que comme on l'a dit, c'est au niveau mondial que les ressources agricoles ne sont pas vraiment utilisées pour la combustion, étonnamment. Donc oui, je l'espère. Après, ça veut dire une évolution de la gamme répondant aux besoins de chaque industriel en fonction de ses technologies existantes et à venir. Parce que tout le monde se transforme. Merci. Une dernière question. Si j'ai bien compris, tous vos produits sont issus de l'agriculture. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme de baisser la valeur agronomique des sols? C'est-à-dire que vous prenez de la paille qui historiquement était réincorporée, soit enfouie, soit par le bétail avec le fumier réincorporé, vous le brûlez. Est-ce qu'à terme, tout le fait de prendre toutes ces matières organiques
va pas baisser parce que vous réincorporez après de la potasse et du calcium, mais ça ne va pas le faire l'affaire de la valeur agronomique du sol qui a besoin d'humus et de carbone pour faire le complexe argilo-humique. C'est une bonne question. Par contre, ça montre une méconnaissance du marché de la paille. Vous avez une méconnaissance du marché de la paille. Actuellement, la paille est principalement exportée. Dans bien des cas, notamment si je prends autour de Chartres, je vais prendre un exemple, autour de Chartres ou en Champagne, vous avez de nombreuses exportations vers les marchés justement Pays-Bas, Danemark, pour du paillage, pour de l'élevage hors sol, notamment pour le blanc-bleu belge. Donc beaucoup de pailleux en France se retrouvent aussi face à une situation, c'est qu'il y a de l'exportation de la paille et il y a des stockages avec du non-respect de marché. Donc il y a une vraie volonté de réorienter ces matières-là vers une utilisation locale. Ça ne répond pas à votre problème agronomique, ça veut juste dire actuellement c'est exporté. Donc on dit qu'il faut exporter un certain nombre de pailles par rotation. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur une année en tant qu'agriculteur, on va travailler sur 7 ans avec un pied de rotation et après une mise en place de rotation si on a une approche agronomique de son exploitation. Les jeunes générations et les nouveaux agriculteurs ont une approche de plus en plus pointue de l'agronomie avec un travail sur la matière organique, ce qui n'a pas forcément été le cas, d'où l'érosion des sols agricoles qu'on peut constater de façon visuelle sur toutes les zones de production connues. Mais ce n'est pas lié à le prélèvement de la paille pour l'énergie, c'est lié déjà à ce qui a été fait toutes ces années. Donc ce qu'on préconise là-dessus, en tant qu'IDEX, c'est qu'on a fait des études avec Arvalis, l'Institut du végétal, pour travailler l'acceptabilité de l'exportation de la paille en respectant la hiérarchie des usages. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on a commandé des études pour voir qu'est-ce qu'on pouvait exporter par parcelle, par typologie de sol, en travaillant sur les argilo-humiques ou les limoneux-sableux, en fonction des zones géographiques où on prélève, pour justement ne pas avoir juste un discours, mais des choix fondés sur des faits et des données techniques validées par des instituts indépendants qui ont vocation à maintenir la fertilité des sols en France. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une bonne valorisation de ces pailles, mais aussi d'accompagner les agriculteurs dans l'approche du couvert, dans l'approche de l'agronomie. C'est-à-dire que c'est sur ces sols-là, on va leur proposer aussi un revenu supplémentaire au travers de l'achat de ces matières premières et la garantie de ces matières premières pour pouvoir avoir une réflexion sur le prélèvement de la paille et pouvoir garantir la fertilité des sols. Ce qu'on fait aussi sur des exploitations forestières avec l'approche de la réimplantation ou le choix des rémanents qu'on exporte. Donc ça va plutôt dans une professionnalisation du monde agricole et l'apport de solutions à des agriculteurs qui sont toujours seuls face à leur choix agronomique au moment où ils doivent choisir qu'est-ce qu'ils implantent et qu'est-ce qu'ils n'implantent pas, et qu'est-ce qu'ils récoltent et qu'est-ce qu'ils ne récoltent pas. Et d'un point de vue itinéraire technique, si vous ne retirez pas les pailles, il y a un certain nombre de cultures que vous ne pouvez pas faire après, parce que la paille met un certain temps à se dégrader dans le sol, donc en fonction des implantations, vous pouvez avoir à extraire la paille. Vous pourrez en discuter, c'est un débat d'agronome. Je suis agronome, je vous invite à me contacter si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est la réalité de l'exportation de la paille en France. Merci. On va donc passer sur l'étape suivante, qui est la table ronde avec BWE, Dal Energy et Linka Energy. Et je vais inviter Karen à me remplacer pour cette fin de session. Je vais devoir vous quitter pour prendre des transports. Donc, merci à tous pour ces conférences cet après-midi. Bonne poursuite avec l'équipe danoise pour échanger sur ces autres ressources et ces solutions techniques qui existent pour les brûler. Ça sera peut-être l'occasion pour Carsten de finir quelques slides. Je pense que je vais laisser à Karen l'arbitrage du temps à dédier sur ces quelques slides qui peut rester. Merci à tous. Merci à toi aussi et merci de me laisser arbitrer. On va voir. Merci. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi mon nom c'est Karen Louise Johansen-Gélin. Je viens de l'ambassade du Danemark. J'ai présenté tout à l'heure, donc peut-être certains d'entre vous étaient déjà dans la salle. Donc je prends à main levée le rôle de modérateur. Je le fais en français là maintenant, mais on va plutôt faire la session en anglais. Certains des speakers danois ne parlent pas français, mais ne partez pas, on peut tout comprendre aussi sur l'écran. Donc voilà, je vais switcher en français, en anglais
pour que tout le monde comprenne ici. Donc, so we have like a panel of Danish manufacturers of biomass. Je veux dire. Solutions, yeah, your biomass solutions, and we are still within the theme of biomass and biomass that are not yet utilized, or at least not utilized that much in France. So the idea is also to look into new biomasses, or biomasses that are used in Denmark in particular very much, and to give you like the ideas of using new biomasses. But I will not speak that much. I will let the different manufacturers present. I think we will start with a film from Dell Energy, and then Linka will Jesper from Linka will present his technology, and then we'll get back to Carsten and have your last slide so that you can do your final remark on if you want to. Not many. But at least, yeah. Let us begin. Would you like to introduce Anne? Would you start introduce your film? Yeah. Ok, oui. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi. Oui, j'aimerais en effet continuer un petit peu les séances l'année dernière où j'ai présenté en effet l'utilisation du déchet local, des biomasses. Et donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps ici, je vais en effet laisser mon client, justement, qui a fait cette installation à Sorø, présenter le résultat après 2 ans des fonctionnements et expliquer comment ils sont en effet obtenus que les habitants locaux qui amènent la biomasse de leur jardin pour justement le faire utiliser dans ce centre de biomasse au Danemark. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le cas, cette installation de chaleur, ça fonctionne 100% de ça les habitants ils sont coupés dans leur propre jardin. Donc ça qu'on peut appeler des déchets de jardin ou des biomasses locales. Voilà, si vous pouvez mettre la petite vidéo qui dure 2 minutes. Sorø Bioenergy is made as a plant that is primarily fueled by garden waste. We can generate both electricity and heat. Primarily, this is a heat plant. In Denmark, we have a long tradition of recycling centers locally. And we have in our area 20 recycling centers where you can deliver your garden waste, but we also have 10 separate sites where you can deliver garden waste. In 2018, we bought Sorø Fjernvarme, and we had to analyze for a new production method, and we looked into heat pumps and traditionally biomass with wood chips, and this garden waste-fired biomass. And the conclusion was the most economic and environmental friendly solution was the garden waste. When we had to build a site, we did an EU tender for the boiler at Sorø Bioenergy. The gasification system that Dell delivered was the most robust system for handling garden waste, and also the cheapest option in overall economy. When composting garden waste, then you release CO2 and methane, and that's bad for the climate. When you burn it in a gasification plant, then you release the CO2, but you harness the energy. First, we collect the garden waste from the citizens at our garden waste sites. It is just dumped on the ground and it's collected into piles. From the pile, we crush the garden waste in a shredder, and directly after the shredder, there is a screen that sorts out the small particles, dirt and leaves. This is called a star screen. And then we take out the fuel, and the fuel is the stick and branches. They are from around 20 millimeters to 150 millimeters in size. When the garden waste is sorted by the screen, then we can store it, and we store our fuel for up to 6 months, so we can use it in the winter, even though it's delivered to us in the summer. And then the fuel is transported to our site when needed. Sorø Bioenergy can produce up to 12 megawatts of energy, and that energy can be delivered as 12 megawatts of district heating or 11 megawatts of district heating and 1 megawatt of electricity. We have around 1,900 customers in the city of Sorø, and we produce around 65,000 megawatt hours a year.
We are proud of our plant in Sorø. The Sorø plant has saved 10,000 tons of CO2 emission from natural gas yearly, and the biomass we use for this plant is a 1-year cyclus because people's gardens grow every year and they deliver the same amount of garden waste to us every year. And our plant in Sorø also delivers cheaper energy to our customers than a natural gas-fired plant. Okay. So you have 2 more slides, Anne. Yes, if you just go a little bit forward, I'll just I have it here. Sorry, I can do it myself. In the Yes. system. Is it in the system? Because 3 times. No, just. Est-ce qu'on peut avoir les slides quand même, donc 2 slides alors? C'est bon, ça marche là. Voilà, et fait juste pour mentionner les technologies qui étaient utilisées au Sorø et au Danemark, et aussi ici en France, où on a maintenant une installation à Rouen, et on est en train de construire 3 autres installations, notamment pour Coriance, Enti et Dalkia. Donc, et pour Clairefontaine, qui est une papetier. Juste pour dire que les technologies qui permettent d'utiliser ce type de déchets verts, si vous voulez, et aussi plein d'autres types de biomasse qui n'est pas utilisé normalement, comme tu as dit tout à l'heure, Karen. C'est la gasification de Dal Energy. Donc, c'est, si vous voulez, c'est des gasifications avec une combustion étagère. Et donc, ça, quand on fait, on brûle par la biomasse, on les gasifie, et après, on brûle donc le syngas. Et ça donne plein des avantages, notamment que vous voyez ici. Entre autres, qu'il y a un réglage très facilement, comme si c'était le gaz. On peut mélanger tous les différents types de biomasse. C'est pas nécessaire de mesurer tout le temps quel est le taux d'humidité. Et on fait le mélanger librement, ça qu'on peut acheter dans la semaine. Et bon, et juste pour dire, ça c'est évidemment très important. À la même temps, il n'y a presque pas d'émissions. Les taux des poussières, c'est moins que 12 mg. Les taux des NOx, c'est moins que 240. Et donc, le CO, on n'a pratiquement pas. Donc, juste pour dire que c'est une solution, une technologie très novatrice. C'est une ancienne technologie qu'on a perfectionnée, mais ça permet qu'on peut utiliser des choses qui n'est pas utilisées normalement, notamment tout ça qui est environnement de là où on habite. Donc, on pense que c'est vraiment, comme on a dit tout là aussi également ici avec nos collègues de l'autre société ou les concurrents, si vous voulez. Comme ils ont dit, ça permet qu'on ait une pensée circulaire où en effet on apprend les champs locaux d'utiliser ça qui sont à côté. Si c'est l'agriculteur ou si c'est les jardins dans les villes, c'est important qu'on pense à utiliser les biomasses qui est à notre proximité au lieu de laisser produire des gaz à méthane qui ne servent pas à grand-chose sauf à faire des effets de serre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Anne. Donc oui, en effet, le fait de diversifier, de ne pas se focaliser sur une sorte de biomasse ou seulement le bois, mais de réussir à aller chercher sur les territoires les sources qui sont les plus circulaires et en effet à la fois aussi les plus économiques à utiliser dans ces territoires-là. Je vais passer la parole à Linka, à Jesper Strede de Linka, qui va aussi présenter sa technologie. Linka? In English. Okay, yeah, sorry, it's Jesper speaking about the Linka technology and yeah. And I'll do it in English. I spare you for my French. I represent Linka Energy. We are an old company. We started in 1978 by a farmer who wanted to use his straw. So he developed this boiler that could burn straw without disintegrate right away because the straw is very hard on the iron. So we have made a boiler today that can resist the toxins from the straw, so it can last much longer. We have boilers that's more than 20 years old, so we have cracked that code. We can also burn all kinds of biofuels. In Spain, we can burn olive stones and cherry stones, sunflower husk. We just delivered two boilers to Japan that can burn rice husk. So we can burn it all, more or less.
We can build from 250 kilowatts up to 35 megawatts. Linka Group consists of Linka Energy and also Jernforsen in Sweden. And then we have Weiss, the service department of Weiss is also a part of Linka Group. Jernforsen in Sweden can make the bigger boilers. It's only for wood chip, but they can also make high pressure boilers for electricity. Linka can also produce high pressure steam. The straw industry, I just heard the speaker before talking about straw, and it works very well in Denmark. We have several district heating facilities running on straw, and it's working very well. Maybe I can add, I think it's about 35% of the Danish biomass used that is actually straw. Yeah, that's correct. Yeah. Okay, and just one question for you, because then we will jump on to Carsten Søgaard, and we will still be talking straw. But the question before was on France. Is it a problem to use the straw? Is it a problem for the farmers' land? It works quite good in Denmark, and when you have burned the straw, there will be 5% ash, and the ash still have all the minerals that are in the straw. So the farmers get it back and mix it with manure or whatever, and spread it out over the fields. So you still have the minerals. Then there's a question about the structure in the ground, but you still, when you harvest, leave quite a lot of the straw. So you will still have this structure in the earth. And I don't think there's many farmers in Denmark that doesn't collect their straw. So it's not a problem, and it works quite well. Okay, is it possible to have from page 20 or something of the BWE slideshow? Because then I'll leave the word to Carsten Søgaard, who will then continue. Maybe you should start a little bit, not from the beginning, but just for those who were not in the room before. Maybe Carsten, will you present yourself? Who you are? What BWE is, and the group Berkes? Just to start. I didn't want to spend too much effort in that because we are just right over there, and you can come and talk with us, and we will explain everything. Don't have to waste your time on that here. I think we passed this slide before, and no need to go into that, but it explained where the German thermal coal-fired power plants are located and why they are, and why you can't use all the waste heat from these units. It gave a good insight to that. Let's go through this really quickly. Just to really round up here is that what we need to look at into the future is not just one solution. It's my solution that solves all the problems. It's a mix of solutions. We need to diversify. We need to blend solutions. But one thing that we really need to understand is that we need to bring the number of thermal power plants down, and we need to utilize all the energy in them to really boost the energy efficiency on the global basis. And we also need to diversify. We need to break the centralized power stations down into smaller power plants, combined heat and power plants, bring them out where the consumers are for the heat and where the suppliers are for the biomass. Then we have a circular economy going. So the scenario that I could see for any country, and now I'm just looking at Germany, is that we flank the cities literally with smaller combined heat and power plants, and combine that with heat pumps that can utilize the industrial waste heat source. I think that is a scenario that it makes sense that we can look at for larger cities as well as smaller cities. There's a long list of hundreds of city names that I don't even know the name of that could be supplied and heated and powered in this way. So I want to give an example from Denmark. It is the municipality of Aarhus. It's not a quite small one, it's significant.
Aarhus is that little red dot there. I actually grew up myself in the lower part, so I know it quite well. But City of Aarhus took a very, very wise decision back in time not to use natural gas. Don't want to have anything to do with it. They focused only on combined heat and power. That was smart people taking decisions at that time, and we need more of those guys. This is Aarhus, and as you can see, the city is literally flanked with either combined heat and power or just heat plants. 4 of them is burning straw. You have in the south, where I grew up, this little plant. I remember I was 12 years old when they built the first straw-fired plant, and that's actually about 40 years ago. So yeah, we've known this for quite some time, and there's another one here, and then there's the very big plant up here called Lisbjerg, which happened to be built by Burmeister Wind Energy back in 2015 to 2017. Total, there's 361,000 people in this municipality, and they have 63,000 clients, 2,200 kilometers of heating network, and they provide 3,000 gigawatt of heat every year, of which 25% of it comes from straw. So it actually is a quite significant fraction of the heat generated in Aarhus that alone comes from straw, which is harvested in the local area. Let's go and take a look at Lisbjerg power plant. It looks like that. It's quite nice, and it's big. It's one of the biggest plants we have built. I think we do have one that is actually bigger than that. It's located very beautifully, and you will see the straw barn located down here, and the straw-fired boiler is in this first building. There's a waste to energy part here, so it's a combined power plant, both waste to energy and straw to energy. Here's a very happy guy. You can see he's operating the roof crane, lifting off bales from a truck. It takes about 12 bales in a grab. And here you have the roof crane. You have about 11 tons of straw in one lift. So that's a significant amount. And if you move a step further, you can see the barn, where you have for 72 hours of straight operation without any what do you call that in English? Refilling, replenishment, I think it's called. Yeah. And here you see the straw bales being guided up to the 4 lines, 1, 2, 3, 4, leading up to the bale opener, string cutter, and the double screw feeder that puts it into the boiler. So that is the feeding line. It's a quite extensive system, and but is necessary to handle this type of fuel. All right, as this gentleman from Linka Energy said, in the other end of the boiler comes out the ash. We extract the minerals from the soil. It is structured in the biomass. When it is burnt, the minerals are released in bottom ash. About 85% of the ashes is extracted as bottom ash, unpolluted, can be redirected back into the soil. And this is how it looks. It is simply distributed onto the fields and sold as a commodity by Hede Denmark, and they call it bioash fertilizer. And it replenishes the soil with the potassium, magnesium, and phosphorus that was extracted through the growth and brings it back to the soil. And in this way, you can say that you have closed the circle and replenished the soil with the minerals. And that is just what I wanted to say. I could just go through a few references. You have Lisbjerg there. It consumes 217,000 tons of straw a year at maximum load. And it produces 35 megawatt electrical and 38 megawatt thermal heat. We have a plant in Sleaford, about the same, 37 megawatt electrical. Brix, 38 megawatt electrical. And then we have a combined heat and power plant in Germany. That is the one I mentioned earlier that they have that's actually supplied by us. And that's 16 megawatt electrical and 30 megawatt thermal, consuming about 100,000 tons of straw. So they're not small plants, but France could need a few of them. Germany could need a lot of them. And I think this technology really could make a lot of good stuff around the world.
Thank you so much. Thank you, Carsten. I think I first have a question for Anne, because Anne knows very well the French market. Yeah. And I think it's important that I would like to ask you, Anne, how was for the French market, new biomasses seen when you introduced your technology? Sure. Well, basically, when we started out, it's a long time ago, but when we started out first here in France, we actually I used to work for another company called Aalborg Energiteknik before, and then I now work for Dell Energy. But in both cases, it was a question about utilizing the local biomass, either in a bigger plant like yours or in our smaller plants, which are more local. But basically, it was in the beginning, people couldn't sort of see if it was possible to find enough amounts of biomass. The structure was not yet there to actually utilize what was around. And as we heard from EDEX before, and as I was very impressed about what they're doing also, the fact of finding out how can we actually use things that are not used, use the resources, not just cut down trees, but when you cut down a tree, use the tree to make furniture and something else and everything else we like. In France, we talk about the nice food. In Denmark, we talk about nice furniture. But when you produce something and use something, you have some spill products. And in this case, in biomass, you have small branches and so on that cannot be used. And they were just not being used. They were just being put out in the forests. And that is actually some of the things we're using now. In the gardens, it was just laying around composting, making methane gas, which is very bad. So it was a whole new way of thinking that you could actually use those residues. And now we see a lot of progress here in France. I'm very, very happy to see all the different initiatives that are there. And we work closely with cities like Amiens to do the same as in Sorø, to actually teach people that it's really good that they cut down their gardens and bring it to a place where they can use it for heating or for electricity. So we have seen a big change, and it's really nice to see. And a lot of openness from a lot of companies now going into this new area of using local biomass. And realizing that biomass is not something just cutting down the Amazon forest. Biomass is a lot of things, and most of it is actually here locally, just beside you and me. I would like to know if there are questions from you out there, because then I will not continue my questions right away. I prefer to have some questions, or yeah, you can have the microphone. I think it's the best thing. I wanted to ask to Carsten, first of all, thank all of you for such an exclusive presentation for us. It was amazing and very valuable. Carsten, it's interesting how you arrange the logistics of straws, because you mentioned you need one bale of straws per minute. It's a huge amount. How do you arrange these logistics to the factories? When we talk about the really big plants, it's true. It's when they are on around 600 kilos to 700 kilos per bale, we consume one per minute. Yeah. So that is a significant amount of bales that needs to go through the storage. That also requires that, I think on Lisbjerg, that maybe 40 to 50 trucks arrive a day. So that's a significant amount of logistics that is involved in such an enterprise. But these trucks are coming and going every day and are picking up the bales based on the contracts that the operator has made with the different suppliers. And there is maybe 20, 25 different suppliers in the local area. One of the conditions for the plant, the justification of the plant, is that the fuel is sourced locally. It is constantly with the focus of local supply. And Aarhus is not, as you could see in the map, a huge municipality. From the one end to the other, there's maybe 40, 50 kilometers, something in that range, maybe a little bit more. So it's within that radius that these 200,000 tons is harvested. And I think there's more. I mean, there's more to be taken, and the amount of straw could be increased even in this municipality that already uses 25% of straw to feed into the district heating system. And
I think if you look at the numbers for the availability of straw on a European scale, there is limitations. Just about to say that there's no limitation. There is limitations, but I mean the potential is definitely big. At Linke Energy, we also make dual fuels. So we have power plants for district heating that runs on, for example, wood chip and straw. We have one in Egtved. They have gone from straw and wood chip, and they have cashew nut shells instead of wood chip, and it burns crazy. So they use 5% of the nut shells, and the rest is straw, and they have never had a better efficiency. So you can choose between it, and if you have the opportunity to choose between you can choose the cheapest instead of having to pay a lot for straw if there's a shortage. Then you have a possibility to change to a cheaper fuel. Yeah, I would like to add to that it's clear that we focus a lot on straw, and I don't want to be stigmatized on straw, because as long as it arrives in bales, we can actually deal with it and burn it. So corn stover could be an alternative in our case, or miscanthus could be another, and all the different variations of straw, barley, wheat, oat, rye are available. And so, and in this case, with this type of boiler technology, fuels like top trash from sugarcane or cotton stalks, which share similar characteristics as these fuels, could be used as well. In the same fashion, we have the opportunity to supplement with auxiliary fuels or supplementary fuels. It could be wood chip. It could be various kinds of industrial biomass waste, as I call it, but that the cashew nut shell is an example of an industrial biomass waste. It could again be rice husk, or it could be sunflower husk, and that again gives you certain kind of flexibility. I think we can feed. We require that you have a certain base of straw, down to 40%, but you can supplement up to 60% of any. Supplementary wood chip and other kinds. We do have some limitation depending on which it is, but you can have a quite large fuel flexibility in this way. How do you see the French ecosystem on these kind of we could say maybe logistics subjects on biomass? I'm asking you down there. Do you have any messages or any information on how the ecosystem is organized in France? No, not in particular. Because of course it is important that you get organized. Yeah. Yeah. Donc c'est aussi, oui, c'est une question aussi de l'organisation de l'écosystème. Et donc je pense que peut-être Anne, est-ce que tu as plus d'informations sur comment l'écosystème sur la biomasse nouvelle, elle s'organise en France? Oui, en effet, ça dépend un petit peu parce que sur le foin, justement sur le paille, c'est pas tellement notre spécialité. Mais en effet, par contre, on voit vraiment des grands progrès dans le fait d'utiliser justement les coupages du jardin, du parc, tout ça qui n'était pas utilisé avant, qui était traité en France comme des déchets. Et en effet, ça qui est dommage, c'est qu'il faut absolument que ça sorte de cette statut de déchets. Et j'ai l'impression qu'avec ADEME, avec des différents acteurs en France, il y a une très grande volonté. Justement, c'est tellement évident que quand on ramasse des biomasses, à côté du route de parc ou chez des gens, ça ne doit pas être des déchets. C'est clairement des biomasses. Mais en effet, pendant quelques temps, c'était difficile d'utiliser parce que c'était considéré comme un déchet. Et en effet, il faut arrêter de dire que c'est déchet. En fait, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource et c'est des biomasses. Donc, mais on voit le progrès et on voit vraiment beaucoup d'intérêt dans chaque ville. Les métropoles, ils s'organisent pour justement voir comment est-ce qu'on peut sensibiliser les populations et aussi sûrement aussi l'agriculture pour qu'on utilise cette ressource.
I'm sorry, we are switching a little bit between French and English, and I don't even know if we are, if we know when we're doing it. But I think if you have more questions, maybe you would also like to ask them directly to the manufacturers. I think, it could be okay to stop, except if you have some last remarks. At least we still have, before the fair is closing, we still have some 5 minutes to, I guess, something like that, to discuss. And feel free to discuss directly with the manufacturers or ask for their details. Thanks a lot. Bye. Seriøst er det ikke forventet. Men det kommer jo også til at blive optaget, ikke? Så det kommer folk kan se bagefter. Ja, jeg synes, det andet oplæg, jeg lige har været nede og holde dernede, altså der var måske 40 mennesker. Ja, men der var mere, da jeg kom. Og man kan godt se folk, nu havde de altså et fyldt på ikke? Altså,